Jacques Aron, bonjour. Bonjour. Alors vous qui n'êtes pas philosophe de formation, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à deux philosophes allemands d'origine juive, Constantin Brunner et Theodor Lessing? Oui, c'est effectivement un parcours qui n'était pas évident. Ma formation est celle d'un architecte et d'un urbaniste. J'ai également enseigné ces disciplines et enseigné particulièrement la théorie et l'histoire de l'architecture. Je me suis toujours intéressé, je dirais, à l'arrière-plan sociologique de cette pratique. J'ai été moi-même architecte avec deux associés. Nous avons eu un cabinet d'architecture pendant 40 ans, mais mon souci était de partager, je dirais, mes préoccupations et mon temps entre la pratique et la théorie. J'ai enseigné dans une école qui présentait certains liens avec l'histoire allemande. C'est la principale école belge d'art et d'architecture moderniste, et comme elle avait été fondée par un artiste artiste et architecte qui a beaucoup influencé l'Allemagne, Henri van de Velde, il y avait d'emblée des liens qui m'ont intéressé, notamment entre cette école que l'on appelle familièrement en Belgique l'école de la Cambre et le Bauhaus, qui est bien connu sur le plan international. Henri van de Velde a été en quelque sorte l'inspirateur des deux. J'ai donc, mes premiers livres ne traitaient absolument pas de philosophie et certainement pas de philosophes allemands. Ils étaient en relation avec les deux professions que j'exerçais. J'ai écrit quelques ouvrages sur l'évolution urbanistique de Bruxelles, aussi sur la théorie de l'architecture. Le dernier qui est paru dans ce domaine s'appelle L'invention de l'architecture. Comment suis-je passé de là à des recherches plus historiques et plus philosophiques vers 1998. Je savais que mon activité d'enseignant prendrait fin à l'âge fatidique de 65 ans, et mes associés et moi, nous avons décidé, après 40 années d'activité, de faire cesser notre activité professionnelle au même moment. Ces deux métiers, l'architecture et l'urbanisme, ont beaucoup évolué. Et puis, une préoccupation que j'avais depuis longtemps, j'allais pouvoir me permettre de m'y adonner enfin. C'était au fond une relecture d'une partie importante de l'histoire européenne et qui me touchait assez directement, puisque je viens d'une famille juive, mes parents et grands-parents étant originaires de l'Europe centrale, mon père ayant d'ailleurs fait ses études en allemand. Je voulais essayer de reconstituer comment, en fin de compte, les relations judéo-allemandes s'étaient terminées par la catastrophe du génocide. Je me suis... j'ai approfondi ma connaissance de l'allemand, qui était insuffisante pour pouvoir accéder directement aux sources. Or, je tenais à pouvoir retourner aux ouvrages originaux qui avaient paru à l'époque. Je m'étais un petit peu familiarisé avec la traduction de l'allemand en français, encore en relation avec mon enseignement de l'architecture. J'avais eu l'occasion de publier en 1995 une anthologie du Bauhaus reprenant des textes des professeurs et de quelques étudiants de cette école. Et cette traduction, je l'ai effectuée avec un ami allemand, et cela m'a permis de lire, d'accéder à pas mal d'ouvrages
pour disposer d'une connaissance directe plus approfondie de ce milieu dans lequel et Constantin Brunner et Théodore Lessing ont grandi et ont été formés. Je vous dirai quelques mots donc peut-être de ces deux philosophes. 10 ans les séparent. L'aîné des deux, Constantin Brunner, est né en 1862. C'est donc quelqu'un qui est né encore avant la constitution de l'État allemand en 1871, qui a donc vécu le développement de cet État en s'imaginant que la perspective tracée par la reconnaissance des droits civils et politiques des Juifs en Allemagne, perspective héritée en quelque sorte de la Révolution française, allait pouvoir se poursuivre. Il a bien fallu qu'il se rende compte que les conditions politiques, les relations se détériorant progressivement n'y était pas favorable. C'est quelqu'un qui a développé une œuvre philosophique en solitaire, contrairement à Théodore Lessing, que j'ai un peu découvert tout en travaillant sur Constantin Brunner. Théodore Lessing est né 10 ans plus tard et il s'est beaucoup plus investi à côté de ses recherches philosophiques dans le journalisme et aussi dans l'engagement politique à côté du Parti social-démocrate allemand. Comme beaucoup de philosophes, il n'a pas été évident pour lui de trouver la place d'enseignant universitaire en philosophie qu'il ambitionnait, et il a donc mené parallèlement ses recherches philosophiques qui se situent en quelque sorte dans la veine de ce qu'on a appelé le pessimisme culturel, un petit peu inspiré par Schopenhauer au départ, mais très vite il a alterné ses propres recherches avec une importante activité journalistique dans de grands quotidiens de langue allemande, où ces feuilletons à caractère littéraire ont connu un très gros succès. Et c'est un peu ce qui va le mener, je dirais, à sa perte, à l'assassinat finalement que des nervis nazis exécuteront en 1933, quand il aura quitté l'Allemagne et qu'il se sera réfugié en Tchécoslovaquie. Ce qui a mis le feu aux poudres est un article qu'on pourrait considérer comme très anodin, qu'il écrit en 1925 dans un grand journal de langue allemande, mais qui paraît à Prague, un grand journal, disons, d'esprit libéral, qui s'appelle le Prager Tagblatt, et il y écrit une semaine avant le deuxième tour des élections pour l'élection du président de la République sous la République de Weimar, il écrit un portrait assez juste mais assez féroce du candidat sur lequel toute la droite allemande s'était regroupée pour empêcher un socialiste d'accéder à la présidence de la République. Ce candidat, c'était le maréchal von Hindenburg. C'est un article dont toute la presse de droite et le parti nazi s'est saisi pour mener une véritable campagne de diffamation contre Lessing, en faire un véritable cas je dirais, d'intervention directe dans l'enseignement universitaire. C'est une campagne qui va mener à écarter Lessing de son enseignement. Ça finira par une espèce de compromis entre le ministère qui a la responsabilité qui a la tutelle de l'université de Hanovre où Lessing enseigne, et Lessing, il conservera sa rémunération, pas très élevée d'ailleurs, de chargé de cours à l'université de Hanovre, et ce qui lui permettra de voyager et de continuer
à publier. Mais la réputation que les nazis et la droite lui ont faite va constamment l'accompagner jusqu'au moment où, obligé, comme Constantin Brunner en 1933, d'émigrer, il sera véritablement une cible privilégiée des nazis, parce que socialiste, parce que d'origine juive, et disons le véritable symbole aux yeux des nazis de la trahison de l'Allemagne attribuée de façon uniforme à l'ensemble des juifs allemands. Parlez-nous à présent de votre dernier ouvrage qui s'intitule Théodore Lessing, le philosophe assassiné. Alors, est-il si dangereux pour un philosophe de s'aventurer en politique? Mais le cas de Lessing semble prouver que oui. Comme le Lessing, de même que Brunner, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, sont pendant tout un temps tombés dans l'oubli, certainement à l'étranger où ils étaient moins bien connus, mais en Allemagne également. Aujourd'hui, l'ensemble de leurs ouvrages sont réédités, de plus en plus l'objet de colloques et de recherches universitaires, mais il m'a semblé qu'il y avait une énorme lacune du côté francophone qui les concernait. J'ai donc dû construire cet ouvrage à la fois de manière à contextualiser les interventions de Théodore Lessing, cela représente à peu près un tiers de mon livre, et j'ai dû accompagner cette présentation d'une anthologie de textes qui sont de courts extraits de ces ouvrages philosophiques pour que le lecteur comprenne quand même à partir de quelle base théorique il s'exprime, et puis aussi un grand nombre d'articles, et le lecteur retrouvera dans l'ouvrage évidemment les articles qui ont eu le plus d'impact politique. L'article sur Hindenburg auquel j'ai fait allusion est d'autant moins passé inaperçu qu'il suivait une intervention de Lessing dans le domaine judiciaire. Lessing avait désiré suivre au début de la guerre, juste au lendemain de la guerre, au début de la République de Weimar, un grand procès d'un assassin en série, un pervers sexuel qui aujourd'hui encore est très connu en Allemagne parce qu'on lui a attribué de manière certaine 27 assassinats. Et Lessing a commencé, je dirais, à être là suspect auprès d'une partie particulièrement conservatrice de l'opinion publique allemande, parce qu'il avait tenu à resituer ce fait divers en quelque sorte dans le contexte général des débuts de la République de Weimar. Et il a d'ailleurs publié un livre. Ce livre paraît à peu près en même temps que cette intervention sur Hindenburg, et on n'a pas manqué, à tort d'ailleurs, de lui reprocher ou de créer un parallèle selon lequel il aurait affirmé que Hindenburg aurait tué, voilà, serait un assassin qui pourrait être comparable à un simple criminel de droit commun. Ce que Lessing s'est bien gardé de faire, c'est beaucoup plus un portrait, je dirais, de ce symbole de l'empire que représentait Hindenburg, ce symbole finalement d'une grande partie des dirigeants allemands qui ont été incapables d'assumer leur défaite et qui se sont, notamment pour cela, réfugiés dans la fameuse théorie du coup de poignard dans le dos qui est devenue très célèbre dans l'Europe entière, et où l'on a accusé à la fois les juifs et les socialistes ou les communistes, toute la gauche, d'être véritablement la cause de la défaite des armées allemandes en 1918.
Un tel livre peut-il retenir l'attention d'un large public? La pensée philosophique n'est-elle pas par nature trop abstraite? Oui, le lecteur se rendra compte qu'il est peut-être plus difficile de pénétrer dans les quelques extraits philosophiques que j'ai traduits, bien que le commentaire s'efforce de relier les interventions de Lessing ou les ouvrages de Lessing à quelques grandes figures de la philosophie allemande. Mais je crois que précisément Lessing a un véritable talent de vulgarisateur, contrairement à Brunner qui a toujours évité d'avoir des disciples ou de paraître publiquement pour défendre ses ouvrages. Lessing est quelqu'un qui recherche le contact avec le public, qui a enseigné dans plusieurs établissements dont la pédagogie était particulièrement ouverte et novatrice, et également un grand partisan de ce qu'on pourrait appeler des universités populaires, donc une manière de vulgariser un enseignement, même de la philosophie, pour des gens qui n'y sont absolument pas préparés. Et j'espère donc que ce recueil ne sera pas du tout considéré comme un ouvrage pour spécialistes pointus. J'ai voulu qu'il s'adresse à tout public curieux à la fois de la philosophie, mais peut-être aussi de ce qu'elle peut apporter dans les larges débats de société qui me paraissent encore très actuels.